Bonjour à toutes et à tous, chers élèves et passionnés d'électrotechnique. Bienvenue dans la quatrième leçon de la playlist de physique appliquée qui sera toujours axée sur l'électromagnétisme. Aujourd'hui, nous allons principalement explorer la loi de Biot et de Savart et son application pour déterminer le champ magnétique généré par différentes configurations de conducteurs parcourus par un courant. Et sans plus attendre, je vous partage le document que nous allons explorer ensemble. Nous commençons par un rappel de l'expérience d'Ørsted qui montre qu'un champ magnétique est généré lorsqu'un courant traverse un fil conducteur. Un champ magnétique est généré lorsqu'un courant traverse un fil conducteur et ce champ magnétique est de forme cylindrique et l'orientation de ce champ magnétique est peut-être déterminée par les différentes règles, les différentes variations de la règle de la main droite ou bien d'autres méthodes comme le bonhomme d'Ampère. Il est également important de se rappeler de la relation entre la densité du flux magnétique, aussi appelée induction magnétique, désignée par la lettre B, le vecteur B, et l'intensité du champ magnétique, aussi appelée excitation magnétique, désignée par la lettre H. Et la relation est la suivante. Le vecteur B égale à mu fois le vecteur H, et les deux vecteurs sont dans la même direction. On peut alors dire que le module du vecteur B égale à mu fois le module du vecteur H, où mu, c'est la perméabilité. 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 Perméabilité absolue, qui est une caractéristique du milieu. Et cette perméabilité absolue égale à la perméabilité du vide fois la perméabilité relative. Et la perméabilité relative égale à 1 si le milieu entourant le conducteur, c'est le vide ou l'air. En général, on nous demande plus fréquemment de déterminer la valeur de B, qui est également appelée de façon informelle le champ magnétique. Par exemple, si la question porte sur la détermination du champ magnétique en un point précis, c'est B qu'il faut trouver et non H. L'unité de B, c'est le Tesla dans le système international d'unités. Peu après la découverte d'Ørsted en 1819, deux scientifiques français, Jean-Baptiste Biot et Félix Savart, qui étaient aussi médecins, ont réalisé des expériences pour étudier de manière quantitative le champ magnétique généré par ce courant. C'est-à-dire, on savait que un courant traversant un fil conducteur rectiligne génère un champ magnétique, on savait ça. Ørsted savait ça. L'orientation du champ magnétique peut être déterminée par des expériences ou bien par les différentes variations de la règle de la main droite, mais on ne connaissait pas, on ne pouvait pas attribuer une valeur
à ce champ magnétique. Et c'est là tout le travail fait par Jean-Baptiste Biot et Félix Savart. Ils ont vu que si on a un fil conducteur parcouru par un courant I, et on veut trouver le champ magnétique au point P, qui est le point d'observation, point d'observation, ils ont vu que l'intensité, par des expériences bien sûr, et l'intensité du champ magnétique DH produit en un point P par un élément infinitésimal, très petit, infiniment petit, très petit, de longueur dl. Donc, si on segmente la longueur du fil conducteur en des éléments infinitésimaux qu'on va désigner par dl, et cet élément conducteur contribue au champ magnétique total par dH, où dH égale à I fois la longueur dl fois sinus de θ, où θ est l'angle entre le vecteur dl et le vecteur R, où R, c'est le vecteur reliant l'élément conducteur et le point d'observation P. Bon, I fois dl fois sinus de θ, le tout divisé par 4 pi R carré, où R, c'est la distance entre l'élément de longueur et le point d'observation, le module du vecteur R. En forme vectorielle, l'élément DH, le vecteur DH égale à I fois le produit vectoriel de DL fois R. Le produit vectoriel de DL et R. Produit vectoriel. Le tout divisé par 4 pi fois R carré. Le vecteur DH est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs, DL et R, c'est-à-dire le vecteur DH est perpendiculaire et au document ou bien à l'écran. Et son orientation est donnée par la règle de la main droite. Et ici, selon cette règle, le vecteur DH entre dans le plan du document ou bien de l'écran. Et il y a plusieurs versions de cette règle, et pour ma part, je préfère utiliser celle où la paume de la main est partiellement fermée. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous ne connaissez pas encore cette règle, je vous recommande de regarder la vidéo où j'explique en détail la multiplication des vecteurs. Et puisque le vecteur B est dirigé vers l'intérieur du plan du document ou de l'écran,
Et on représente ce vecteur par un cercle entourant une croix. Et aussi, si le milieu entourant le fil conducteur est le vide ou l'air, alors la perméabilité absolue égale à la perméabilité du vide. Et ici, on voit la formule de Biot-Savart. Et puisque B égale à mu H, dB égale à et mu dH qui égale à mu 0 dH dans le cas où le milieu est le vide ou l'air. Donc, dB égale à mu divisé par 4 pi fois I fois dL sinus de θ divisé par R carré. Et n'oubliez pas que θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs dL et R. La formulation de Biot-Savart implique effectivement une intégrale sur l'ensemble du conducteur. Parce que dH, c'est, ou bien dB, c'est la contribution de cet élément conducteur, mais on a plusieurs éléments conducteurs tout le long du conducteur et on doit faire la somme de toutes ces contributions pour avoir le champ magnétique résultant. D'accord? Et donc, l'intégration de dB tout le long du conducteur est égal au champ résultant. Et dans certaines configurations, comme dans le conducteur rectiligne ou même dans une boucle, pardon, circulaire, cette intégration donne des résultats relativement simples à obtenir et parfois même peut-être déduites de façon ou bien par raisonnement logique, sans faire des grands calculs. Et ceci conclut la théorie de la loi de Biot-Savart. Et nous allons maintenant appliquer cette loi pour déterminer le champ magnétique dans quelques configurations simples. Le premier exemple consiste à déterminer le champ magnétique à une certaine distance d'un fil conducteur rectiligne dans lequel circule un courant. Considérons un fil conducteur mince et droit de longueur finie. Ici, parcouru par un courant constant I et placé le long des axes des X dans un système de coordonnées cartésiennes. La question nous dit de déterminer l'intensité et la direction du champ magnétique au point P en raison de ce courant. Tout d'abord, considérons le vecteur dl. Le vecteur infinitésimal dl du fil qui forme un angle de θ avec l'axe des Y au point P. P, c'est le point d'observation.
Et on voit que le vecteur dl, l'origine des axes O et le point P forment un triangle rectangle. Un triangle rectangle, et on peut obtenir les relations suivantes, et la valeur de R, c'est-à-dire la distance entre le vecteur R et P, est égale à A, la distance entre l'origine des axes et le point P, divisé par cosinus de θ. Parce que, selon la trigonométrie, et cosinus de θ égale A sur R, donc R égale A sur cosinus de θ. Et X, A sur X est égal à tangente de θ, et normalement X est égal à A sur X, non, X sur A, pardon. X sur A égale à tangente de θ, et X est égal à A est égal à A tangente de θ, mais on a un signe négatif, et ce signe est très important car dl se trouve dans la zone négative de l'axe des X. Et aussi, comme le fil ne s'étend, ou bien le fil est parallèle à l'axe des X, alors le module de dl peut être, normalement, ça doit être dl, mais dl, c'est pareil comme dx. Et depuis cette équation, x égale à négatif moins A tangente de θ, si on fait la dérivation par rapport à θ, on obtient dx égale à moins A sécante carré de θ, sécante carré θ dθ, qui est égal à moins A dθ, le divisé par cosinus carré θ. Et si le milieu est l'air ou le vide, alors la perméabilité absolue égale à mu0. Et là, maintenant, on peut appliquer la formule de Biot-Savart. La formule qui est ici, dB égale mu I dl sinus de θ, le tout divisé par 4 pi et à carré, donc dB. Mu, c'est mu0. I, est-ce pareil? Divisé par 4 pi, 4 pi, dl égale à dx, qui est égal à moins A dθ divisé par cosinus carré θ, divisé par r carré, divisé par r carré, mais là, on a un problème. Sinus de θ est devenu sinus de 90 degrés moins θ, ou bien sinus de pi sur 2 moins θ en radian. Et moi, je préfère utiliser les degrés, mais vous pouvez convertir et travailler en radian. Donc, pourquoi cette différence? Tout simplement parce que ici, dans la formule de Biot-Savart, θ était l'angle entre l'élément dl et le vecteur R, le vecteur reliant dl au point P, au point d'observation, alors que ici, θ
n'est pas l'angle entre le vecteur dl et le vecteur r. Θ, c'est le complément de cet angle, c'est 90 degrés moins θ. Donc, j'ai remplacé sinus de θ par sinus de 90 degrés moins θ. Et puis, en remplaçant les relations qu'on a obtenues, et R égale à A sur cosinus de θ, 1 sur R carré égale à cosinus de θ, cosinus carré θ, divisé par A carré, et sinus de 90 moins de θ, qui, au final, devient cosinus de θ. Et on obtient, après simplification, cosinus carré disparaîtra. Celui-là va disparaître pour finalement avoir qu'un seul A au dénominateur. Et la formule, et après simplification, devient dB égale à moins mu0 i divisé par 4pi fois cosinus de θ divisé par A, le tout fois dθ. Et maintenant, on doit trouver le champ magnétique. Résultat. Et tout simplement, B égale est obtenu par l'intégration de dB tout le long du fil conducteur qui est égal à l'intégration de moins mu0 i cosinus de θ dθ divisé par 4pi fois A. Et le long du fil conducteur, mais le long du fil conducteur doit être exprimé en θ maintenant, parce que nous avons des expressions nous devons intégrer par rapport à dθ. Et si nous considérons le petit croquis qui est ici, ceci représente le fil conducteur avec un courant I de longueur finie, L. P, c'est le point d'observation et l'angle formé par les deux extrémités sur l'axe des Y est θ1 et θ2. Donc, on peut intégrer entre les limites θ1 et θ2 moins mu0 i divisé par 4 pi a, le tout multiplié par cosinus de θ dθ. Et après intégration et simplification, on obtient B égale mu0. Vous pouvez vérifier par vous-même. L'intégration est assez simple. B égale mu0 i divisé par 4 pi a multiplié par l'expression en braquette, c'est-à-dire sinus de θ2 moins sinus de θ1. Et si L est infiniment long, plus la longueur s'étend, plus le fil s'étend vers les extrémités, plus les angles θ1 et θ2 augmentent. Par exemple, ici, l'angle augmente jusqu'à atteindre un maximum où leur module est égal à 90 degrés ou bien pi sur 2 radians.
Et comme j'ai dit auparavant, je préfère utiliser les angles en degrés, mais c'est très facile de faire la conversion en radians, si vous le souhaitez. Et ici, le signe des angles est très important et primordial, et il est nécessaire d'utiliser les conventions suivantes. Les angles sont mesurés par rapport à l'axe X positif. Les angles mesurés dans le sens anti-horaire sont positifs. Si l'axe X est là, l'angle qui est ici est anti-horaire ou horaire. Parfois, moi-même, j'ai fait des confusions. Bon. L'axe des X et l'angle qui est ici, c'est positif. Donc, l'angle qui est ici est aussi positif. OK? C'est-à-dire, θ1 est positif et le contraire est bien sûr négatif. Donc, θ1 égale à pi sur 2 et θ2 égale à moins pi sur 2. Et si on remplace dans la formule du champ résultant, sinus de pi sur 2, c'est ici, moins sinus de moins pi sur 2, le tout devient 2 et B égale mu0 i divisé par 4 pi a fois 2 et qui est égal à mu0 i divisé par 2 pi a. D'accord. Notre premier exemple est terminé. Notre deuxième exemple consistera à déterminer le champ magnétique au centre d'une boucle parfaitement circulaire, pareil que dans l'exemple précédent, traversée par un courant I. Non, pas pareil comme dans l'exemple précédent. Désolé. Et parce que l'exemple précédent, c'était le champ magnétique généré par le fil conducteur rectiligne. OK? Deuxième exemple consistera à déterminer le champ magnétique au centre d'une boucle parfaitement circulaire traversée par un courant I, ou bien ce qu'on appelle une boucle de courant circulaire. Une boucle de courant circulaire. Et considérons une boucle de courant circulaire ou une boucle de fil circulaire de rayon R parcouru par un courant I et on doit déterminer la valeur du champ magnétique au centre C. C, au fait, c'est le point d'observation de la boucle. Okay? Le point d'observation coïncide avec le centre de la boucle. Le principe reste le même que dans l'exemple précédent. Nous allons diviser la boucle en segments, en plusieurs segments DL, des segments infinitésimaux, et considérer la contribution d'un segment DL au champ magnétique au centre de la boucle avant de procéder à l'intégration. Bon. Ce petit segment contribuera au champ magnétique par dB. Bon, on connaît la forme vectorielle de Biot.
de la formule de Biot-Savart, dB égale, le vecteur dB égale mu fois I divisé par 4 pi r carré fois le produit vectoriel de dl et du vecteur unitaire R. Le vecteur unitaire R, c'est le vecteur unitaire dans la direction de dl jusqu'au point C. Okay? Et qui est représenté par R avec un accent circonflexe en bleu. Et puisque dans un cercle, dl et R sont toujours le vecteur dl et le vecteur R, ou même le vecteur R ici, c'est le vecteur unitaire. Unitaire, pourquoi? Parce que le module du vecteur égale à 1. Et puisque dans un cercle, dl et R sont toujours perpendiculaires, le module de dl croix R égale à dl, ok? Parce que tout simplement, dl croix R égale à dl R, module de R qui est égal à 1 fois sinus de θ, mais θ égale à 90 parce qu'ils sont toujours perpendiculaires ici. Et donc le module de dl croix R unitaire égale à dl parce que sinus de 90 égale à 1. Donc, on obtient dB égale à mu I divisé par 4 pi R carré dl. Et pour obtenir le champ magnétique résultant, et on doit intégrer tout le long de la boucle. Bon, on remplace dB par l'expression qui est ici, mu I divisé par 4 pi R carré dl. Et bien sûr, tout ça est constant. On peut retirer tout ça en dehors, à l'extérieur et du signe d'intégration. Et on doit intégrer dl tout le long de la boucle. Et bien sûr, l'intégration de la longueur dl tout le long de la boucle. Et bien sûr, le périmètre. Le périmètre, c'est 2 pi r. 2 pi r. Et donc, P égale à mu I divisé par 4 pi R carré fois 2 pi R. Et bien sûr, pi va disparaître. 2 ici. Il restera 2 dans le dénominateur et R va disparaître dans le numérateur. Et ici, il restera R. Donc, la formule, ou bien l'intensité du champ, pas l'intensité, la valeur du champ magnétique au centre d'une boucle fermée égale à mu I divisé par 2R. Mu, c'est la perméabilité absolue. I, c'est le courant circulant dans la boucle. Et R, c'est le rayon de la boucle. À droite, nous avons un dessin qui représente le spectre magnétique d'une boucle circulaire. Et vous remarquerez qu'il est très similaire à celui d'une barre rectangulaire aimantée.
Voilà. Pôle nord, pôle sud. Comme ça. Et puis, et c'est presque identique. Et nous avons fini notre deuxième exemple. Et notre troisième exemple concerne toujours une boucle de courant circulaire, mais cette fois-ci, au lieu du centre, nous allons déterminer le champ magnétique en un point P quelconque sur l'axe de la boucle, ici. D'abord, je lis la question. Considérons, considérons, voilà. Considérons une boucle de fil circulaire de rayon R, grand R, parcouru par un courant I, comme illustré ci-dessus. Voilà. Et nous devons calculer le champ magnétique en un point axial P, situé à une distance X du centre de la boucle. Le centre désigné par l'alphabet grand C. Voilà. Encore une fois, nous devons considérer la contribution de dB au champ magnétique total par un élément infinitésimal dl. Même affaire que dans les exemples précédents, on segmente le conducteur en des éléments de conducteur infinitésimal qu'on nommera dl. Le vecteur dB, le vecteur dB, c'est-à-dire le champ magnétique produit par le vecteur dl, le vecteur dB est perpendiculaire au plan formé par dl et r. dl qui est tangente au cercle et r, c'est le vecteur reliant, le vecteur reliant dl, l'élément conducteur, au point P. P, c'est le point d'observation. D'accord? Et ce vecteur-là est perpendiculaire au plan formé par ces deux vecteurs. On va dire à ce plan. Et ici, nous devons décomposer le vecteur en deux composantes orthogonales, en deux composantes perpendiculaires. Le vecteur dB doit être décomposé en deux composantes
perpendiculaires, l'une parallèle au rayon R. Le rayon R, bien sûr, le cercle a plusieurs rayons, un nombre infini de rayons, mais le rayon R est le rayon qui relie l'élément dl au centre C de la boucle. Donc, composant parallèle au rayon R est égal à dB cosinus de θ, où θ est l'angle formé par le vecteur R et le rayon R, grand R. Et l'autre perpendiculaire à ce même rayon, pardon. Est-ce que j'ai dit une connerie? Je recommence. Et ici, le vecteur dB peut être décomposé en deux composantes perpendiculaires, l'une parallèle à un rayon de la boucle, le rayon qui est formé par l'élément conducteur reliant l'élément conducteur au point C, et l'autre perpendiculaire à ce rayon situé et dans l'axe de la boucle et dans la même direction, c'est-à-dire parallèle à l'axe de la boucle. Donc, le vecteur parallèle à l'axe de la boucle, c'est dB cosinus de θ, et le vecteur perpendiculaire à l'axe de la boucle, c'est dB sinus de θ, où θ est l'angle formé par le vecteur R et le rayon R, grand R. Et θ est illustré ici, et par simple géométrie, on peut déduire que cet angle ici est égal à θ. Bon, dû à la symétrie de la situation, la symétrie d'une cercle, tous les vecteurs, tous les composants dB sinus de θ vont s'annuler. Tous les composants dB sinus de θ pour tous les éléments conducteurs vont s'annuler. Il ne restera plus que les composantes parallèles à l'axe de la boucle. Et maintenant, on peut appliquer la formule de Biot et de Savart. On connaît que dB égale à mu0 i divisé par 4 pi et r carré fois le module du produit vectoriel des vecteurs dl et r unitaires. Et puisque ces deux vecteurs sont orthogonales, et le résultat de ce module est tout simplement dl, parce que celui-là, le module c'est 1, et puis sinus de 90 égale à 1, le tout devient dl. Donc, dB égale à mu0 i divisé par 4 pi fois dl divisé par r carré égale à x carré plus r carré depuis le théorème de Pythagore, r égale à racine carrée de x carré fois r grand R carré égale à
x carré fois grand R carré. Donc, dB égale à mu I fois dl divisé par 4pi fois l'expression entre parenthèses de x carré plus R carré. Et dB cosinus de θ. Parce que tous les dB sinus de θ s'annulent, comme on l'a mentionné plus avant. OK? Donc, dB cosinus de θ égale à mu0 I dl cosinus de θ, le tout divisé par 4pi fois l'expression en parenthèse de x carré plus R carré. Et le champ magnétique résultant au point P sur l'axe de la boucle à une distance x du centre de la boucle égale à l'intégration de dB cosinus de θ autour de la boucle. Maintenant, on n'a qu'à remplacer et intégrer. Mu0 I divisé par 4pi, c'est constant. dl cosinus de θ divisé par x carré plus R carré. Et là, il est préférable. Il est préférable d'intégrer par non, non, non. Et on connaît déjà l'intégration de dl autour de la boucle. En fait, dl, c'est 2pi R cosinus de θ, x carré plus R carré. Et on doit simplifier tout ça. Et on connaît que, puisque cosinus de θ, dans le triangle rectangle qui est ici, cosinus de θ, c'est grand R divisé par petit r, mais petit r égale à racine carrée de grand R carré plus x au carré. Donc, on remplace tout ça. Cosinus de θ est égal à grand R divisé par x carré plus R carré et racine carrée de x carré plus R carré. On obtient B égale à mu0 I divisé par 4pi multiplié par R. R est constant. Divisé par x carré plus R carré, le tout en parenthèse, à la puissance, élevé à la puissance de 3 sur 2. OK? Parce que racine carrée de x carré plus R carré multiplié par x carré plus R carré égale à x carré plus R carré, le tout élevé à la puissance de 3 sur 2. Et intégration autour de la boucle de dl qui est égale à 2pi fois R. Et après simplification, bon, bien sûr, pi va disparaître. 2 simplifiera en 2. 2 sur 4 égale à 1 sur 2. Et on obtient B égale mu0 I R carré divisé par 2 fois l'expression entre parenthèses de R carré plus X carré élevé à la puissance de 3 sur 2. Et bien sûr, si X est égal à 0, on obtient, et
le champ magnétique résultant au centre d'une boucle fermée qui doit être égal à B à mu fois I divisé par 2R. On n'a qu'à remplacer. X est égal à 0. On obtient mu 0 I R carré divisé par 2 R carré à la puissance de 3 sur 2 parce que X est égal à 0 et cela simplifie en I R carré divisé par 2 R cube qui est égal à mu 0 I divisé par 2R et on obtient le champ magnétique au centre de la boucle. Et cette réponse est identique à celle de la question précédente. Et sinon, cela indiquerait une erreur quelque part dans nos calculs. Et si la boucle est maintenant composée de plusieurs spires, plusieurs tours, il suffit de multiplier la formule par le nombre de tours. On obtient n, b égale n mu 0 i R carré divisé par 2 fois l'expression entre parenthèses de R carré plus X carré élevé à la puissance de 3 sur 2. Pour notre quatrième et dernier exemple, nous appliquerons la loi de Biot-Savart aux solénoïdes. Tout d'abord, définissons ce qu'est un solénoïde. Un solénoïde est un fil conducteur enroulé en hélice, sous forme d'une hélice. Et lorsqu'un courant circule, il produit un champ magnétique intense, B, intense, et quasi uniforme à l'intérieur du solénoïde. Dans le dessin qui est ici, on observe un solénoïde de 4 tours. Un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. 4 tours ou bien 4 spires. Et l'intérieur du solénoïde, c'est ici. Et ici, c'est l'extérieur, extérieur, extérieur. Et normalement, les enroulements, ou bien les tours, ou bien les spires du solénoïde ne sont pas espacés. Le dessin est juste une illustration pour faciliter notre compréhension. C'est pourquoi j'ai dit les lignes de champ magnétique d'un solénoïde à enroulement espacé. Pour comprendre pourquoi le solénoïde a un champ magnétique, ou bien la bobine solénoïde, autre mot pour le solénoïde, c'est la bobine. Okay, parfois enroulement. Donc, pour comprendre pourquoi le solénoïde a un champ magnétique constant et uniforme à l'intérieur, il nous faut nous rappeler du spectre magnétique d'une boucle de courant circulaire, qui est illustré ci-dessous sous plusieurs formes. OK? Bon, si on remonte en haut,
Voilà le spectre magnétique d'une boucle de courant circulaire. Voilà. Qu'on peut représenter comme ça. OK? On a une boucle dont une partie est, est à l'intérieur de l'écran et l'autre partie est à l'extérieur de l'écran. Et donc, la boucle, bon, si on peut, j'essaie de dessiner. Voilà. Ça, c'est notre écran, dont la boucle à l'intérieur et à l'extérieur de l'écran. OK? Et ici, le courant entre dans l'écran et ici, le courant sort dans l'écran. Et cela est représenté par une cercle, un cercle avec une croix à l'intérieur pour montrer que le courant entre dans l'écran, alors que un cercle avec un point à l'intérieur montre que le courant sort dans l'écran. OK? Et les deux spectres sont identiques. Boucle horizontale. Et si jamais la boucle est verticale, OK? La boucle est un peu comme ça. Et ici, c'est l'intérieur. OK? Si jamais la boucle est verticale, ça c'est l'écran extérieur. OK? Ici, le courant entre, donc cercle et croix. Et ici, le courant sort, donc cercle et point. Et cela est représenté ici, bien sûr, les, le champ magnétique et, et les lignes de champ sont transposées de cette façon. OK? Et ça, c'est le représentation verticale de la boucle et ses lignes des champs. Bon, maintenant, le solénoïde peut être comparé à plusieurs boucles circulaires identiques disposées parallèlement et juxtaposées les unes aux autres, une à côté de l'autre. Et on a deux illustrations. La première illustration nous montre les lignes de champ. On a trois boucles horizontales, non, verticales, pardon, trois boucles verticales qui entrent dans l'écran et qui sortent dans l'écran. Ici, c'est le fil de la boucle qui entre dans l'écran. Ici, le fil de la boucle qui sort dans l'écran. Enfin, le courant qui entre et le courant qui sort. Et cette première illustration montre les lignes de champ de la première boucle seulement. Donc, ceux-là sont ignorés. Lorsqu'un courant circule dans la deuxième boucle, ici, celle-ci produit son propre champ magnétique qui a pour effet de diriger, de rabattre les champs magnétiques qui se dirigent, les champs magnétiques, non, pas les champs magnétiques, les lignes de champ de la première boucle qui se dirigent vers l'extérieur. Et lorsqu'un courant circule dans la deuxième boucle, et celle-ci produit son propre champ magnétique qui a pour effet de diriger toutes les lignes de champ des boucles voisines
vers l'intérieur. OK? Et ce phénomène se poursuit jusqu'à jusqu'à la fin du solénoïde, et ce qui nous donne des lignes de champ parallèles et uniformes à l'intérieur du solénoïde. Donc voilà un peu pour l'explication et de comment et pourquoi, et on a des lignes de champ uniformes à l'intérieur de la boucle. Le champ magnétique est quasiment uniforme à l'intérieur. Et à l'extérieur, le flux magnétique est relativement très faible à l'extérieur. Parce qu'ils sont très espacés. Les lignes des champs sont très espacées. Et maintenant, nous allons déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde de rayon R. Bon, tout ceci, c'est le solénoïde. C'est solénoïde. J'ai l'habitude de dire en anglais, de lire en anglais. Solénoïde, c'est pourquoi. Bon. Donc, on doit déterminer le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde de rayon R, grand R, parcouru par un courant I. Donc, on a plusieurs spires, et le courant qui traverse les spires est I. Et considérons un champ magnétique dB au point P. P, c'est le point d'observation. Dû à une section de solénoïde, du solénoïde de longueur dx. Et comme dx est très petit, infinitésimale, elle peut être remplacée à des boucles circulaires de n spires. Okay? Et on connaît que la formule pour le champ magnétique des boucles circulaires de n spires, c'est grand N, nombre de spires, fois mu0 i r au carré divisé par 2, fois l'expression de r carré plus x carré à la puissance de 3 sur 2. Donc, dB est égal à n, nombre de spires dans dx, en dx, fois mu0, i, r carré, c'est le rayon du solénoïde, le tout divisé par d, fois, et l'expression entre parenthèses, r carré plus x carré, et à la puissance de 3 sur 2. Et maintenant, si le solénoïde possède n spires par petit n, par unité de longueur, donc pour dx, grand N égale n dx, l'élément de longueur, élément de longueur très petite, infinitésimale. Donc, n égale à n dx, car n, c'est n spire par unité de longueur. Alors, dB est égal à n
mu0 i r carré divisé par 2 fois r carré plus x carré, le tout à la puissance de 3 sur 2. Et grand N a été remplacé par petit n fois dx. Aussi, nous savons que sinus de θ, θ, c'est l'angle entre l'axe du solénoïde avec le vecteur R. R, c'est le vecteur reliant dx au point d'observation P. Donc, sinus de θ égale à grand R sur petit r. Grand R sur petit r, et petit r égale à racine carrée de grand R carré plus x carré selon le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle avec les longueurs grand R, x et petit r. Et aussi, tangente de θ égale à R grand R sur x. Donc, on a θ grand R x petit r qui est égal à racine carrée de grand R carré plus x carré. Depuis la relation de sinus de θ, on obtient R carré plus x carré à la puissance de plus x carré, le tout élevé à la puissance de 3 sur 2 égale R cube coséquent cube de θ. Et en partant de la tangente de θ, on obtient x est égal à R cotangente de θ, et en dérivant x par rapport à θ, on obtient dx est égal à moins R coséquente carré θ dθ. Coséquente carré θ dθ. Et en substituant des nouvelles relations dans l'équation de dB qui est ici, on obtient petit n reste inchangé, 2 inchangé, mu0 inchangé, i inchangé, R carré inchangé, R carré plus x carré, le tout à la puissance de 3 sur 2 égale à R cube coséquent cube de θ. Dx égale à moins R coséquent cube, donc coséquent carré de carré θ dθ. Et en simplifiant, on obtient dB égale petit m, mu0 i fois moins sinus de θ dθ, le tout divisé par 2. Et maintenant, on doit intégrer pour avoir le champ magnétique résultant. Mais avant d'intégrer, on doit déterminer les limites de l'intégrale en termes de θ en partant du début de solénoïde. Et j'ai oublié de mentionner que le solénoïde est infiniment
long, c'est-à-dire le solénoïde, le solénoïde a un commencement mais n'a pas de finition. Voilà. Champ magnétique du solénoïde infiniment long. Et par, par simple géométrie, on peut constater que lorsque la longueur est 0, x est 0, x égale à infini, mais lorsque la longueur est infinie, bien sûr, parce que, parce que, allons dire ici, on considère l'élément dx ici. Ici, c'est P. On voit θ ici. Plus on augmente la distance, on voit que θ diminue. Et si la distance augmente à l'infini, bien sûr, θ sera égal à 0 degré. Et lorsque la longueur est 0, ici, θ égale à 180 degrés. Et c'est facile de constater ça, okay, directement sur le dessin. Et B est égal à l'intégration. Ok, attention. Du commencement, depuis le commencement du solénoïde à la fin du solénoïde, jusqu'à la fin du solénoïde, c'est-à-dire θ ici égale à 180 degrés, alors qu'à la fin, θ égale à 0 degré. Donc, intégration de 180 jusqu'à 0 degré de dB, qui est égal à petit n, et non état. Petit n mu0 fois i divisé par 2, qui est constant, et intégration de moins sinus de θ, dθ, égale à cosinus de θ, et entre les limites de 180 degrés à 0 degré. Donc, B égale à petit n mu0 i divisé par 2 fois, entre parenthèses, cosinus de 0 moins cosinus de 180 degrés. Et cosinus de 0, 0,90, 180. OK? Cosinus de 0 égale à 1. Cosinus de 180 égale à moins 1. Tout cela devient 2. 1 moins 1 devient 2. 2 et 2 sont éliminés. Et le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, qui est constant et uniforme, est égal à n, petit n, fois mu0 fois i. Mu0, c'est la perméabilité du milieu à l'intérieur du solénoïde, dans ce cas-ci, qui est le vide, ou bien qui est l'air libre. OK? I, c'est le courant traversant le fil conducteur du solénoïde. Et N, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Voilà, je pense que le document est terminé. Et
il est essentiel de comprendre l'électromagnétisme du solénoïde et souvent, comme j'ai dit, appelé bobine en électrotechnique, car cela joue un rôle fondamental dans de nombreux dispositifs et applications. Le champ magnétique produit par un solénoïde est à la base de technologies telles que les moteurs électriques, les transformateurs, les générateurs, les relais, et une maîtrise de ces principes permet de concevoir, analyser et optimiser des systèmes électromagnétiques complexes et, et donc indispensables pour tout ingénieur ou technicien en électrotechnique. Nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Nous avons vu aujourd'hui comment le courant électrique génère un champ magnétique et comment calculer ce champ dans différentes configurations en utilisant la formule de Biot et de Savart. Et je vous encourage, pardon, à réaliser des exercices pratiques pour vous approprier ces notions. Et merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si certains points ne sont pas clairs. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Au revoir.